Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis et bon dimanche, bienvenue pour ce dimanche de marché qui va être extrêmement gourmand, voire même gastronomique. Oui, la gastronomie, le plus formidable outil d'intégration de toutes les cultures. Et quand on est multiculturel à table, on n'est jamais perdu. Il faut dire qu'aujourd'hui, ça voyage dans tous les sens et on adore ça. Alors, ce livre de la gastronomie française, il n'est jamais aussi riche et bienvenu que lorsqu'il s'alimente dans les pays du monde. Et aujourd'hui, on va parler dans quelques minutes de la cuisine africaine. Attention, pas toute l'Afrique, parce qu'on parle souvent de l'Afrique comme étant presque un pays. Non, c'est un continent. On va parler de l'Afrique subsaharienne, celle qui se trouve, enfin, qui touche même le Sahara, vous le verrez tout à l'heure avec nos invités. Mais en tout cas, comment cette cuisine africaine est en train de regagner du terrain dans ce livre de la gastronomie française, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Mais tout d'abord, on va parler du prix de l'excellence. L'excellence quoi ? Gastronomique, bien sûr. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Mais oui, ce prix de l'excellence gastronomique, un événement annuel qui réunit évidemment la famille des chefs très parisiens, il faut le noter, parce que c'est une émanation du guide Lebet. Alors, je reçois Pierre-Yves Chupin, le patron du guide. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter à nouveau ce palmarès qui est un peu un défricheur des talents parisiens, ou ceux qui viennent en tout cas exercer leur talent à Paris. Racontez-nous déjà l'origine du guide Lebet. Alors l'origine du guide Lebet, d'abord c'est Claude Lebet qui le crée en 86 et il y a une volonté en 2010 resituons un petit peu l'environnement. En 2010, on ne cesse de parler de Londres. Oui. Londres, ça devient la capitale gastronomique européenne. Et c'est vrai qu'au Guide Lebet, avec la vingtaine d'enquêteurs, on se dit, c'est vrai qu'on mange bien à Londres, mais on mange bien aussi à Paris. Donc, d'où l'idée de faire... de chacun de son côté racontait le plat formidable qu'il avait goûté dans tel restaurant, mais aussi dans des bistrots à Paris. Et donc on s'est dit mais pourquoi pas faire un palmarès qui mette en avant ces plats. Il s'agit plus de parler de chefs parce que les chefs on les connaît, il y a des émissions pour ça. Mais là c'est pour montrer la preuve de ce qu'il y a dans l'assiette. De ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. Donc on fait une liste des meilleures entrées, des meilleurs poissons. Il y a un autre qui raconte sa viande, l'autre sa volaille. Et on est heureux d'arriver à une liste. Et on se dit bien on va faire un événement qui va récompenser à partir de cette liste la meilleure entrée, le meilleur poisson. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous ne vous basez pas sur des dégustations en restaurant. Vous demandez aux chefs, aux pâtissiers, à ceux qui participent, de repasser une épreuve en quelque sorte, de venir présenter leur plat devant un jury. Vincent, il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est le terrain. La sélection. C'est quand un enquêteur va sur place et un tel jour, il découvre un plat et il se dit mais incroyable ce plat. J'ai jamais dégusté une tourte au foie gras comme celle-ci. Donc après, il nous raconte cela, on salive tous, et on se dit, on va le sélectionner. Et après, donc on réunit tous ces chefs qui font ces plats à l'école Ferrandi, parce que c'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir cette école-là. On peut dire. Vous savez, comme on l'appelle, il n'y a pas qu'à Paris, dans le monde entier, on l'appelle le Harvard de la gastronomie. Ouais. Donc on fait ça donc à l'école Ferrandi. Ça a lieu toujours au mois de septembre, au début septembre après l'été, où chaque chef vient préparer son plat. Et donc par catégorie, il y a 2 poissons qui sont en compétition, il y a deux viandes, il y a 2 desserts. Ça c'est la finale en quelque sorte. Et des 2, il y en a un qui est forcément gagnant, qui est lauréat. Mais c'est toute cette créativité qu'on a voulu mettre en avant. Et ça va bientôt faire 10 ans, parce que l'année prochaine on va fêter les 10 ans de l'excellence. Okay. Et ces 10 ans qui ont montré qu'il y a une jeune génération qui est épatante. Non mais c'est incroyable, parce que je me dis chaque année comment ils vont faire pour renouveler. Et là, on a un très beau palmarès et on verra qu'il est assez surprenant, notamment du côté des desserts. Mais on va en reparler dans une seconde. Est-ce qu'on peut simplement faire un petit focus sur les grands gagnants de cette année ? Moi, vous citiez ce pitivier, cette tourte au foie gras. C'est un chef japonais qui en plus a remporté 2 prix.
Alors lui, oui, il a gagné 2 prix, pardon. Celui du plat à base de foie gras. Alors, il faut donner son nom. Donc c'est Shin Okusa. Oui. Et son restaurant Towa est dans le 12e arrondissement. Towa qui veut dire éternité, hein, c'est ce qu'il expliquait. Exactement. On lui souhaite cette longévité, bien sûr. Et alors là, comme les Japonais qui s'occupent de cuisine traditionnelle française et font mieux que les Français, c'est un peu ça l'idée. Hein. Il a fait un pitivier à base de foie gras et de canard, absolument incroyable. Alors, je te raconte une histoire aussi. C'est la 3e année qu'on remet le prix du meilleur foie gras, et c'est la 3e année que c'est un Japonais qui gagne. Bah oui. Parce qu'ils ont une vraie passion pour. Alors, ce prix, moi, je tiens aussi à ce que le foie gras soit mis à l'honneur. Donc c'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait cette catégorie-là, parce que ce sont souvent les étrangers qui nous rappellent qu'on a des choses formidables. Oui. Alors, je change de sujet, mais je reste au cœur de ce qu'on aime. C'est aussi les étrangers qui, moi, m'ont invité, m'ont obligé à noter, par exemple, le plateau de fromage dans les restaurants et bistrots. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il avait disparu il y a quelques années. On s'en rend même plus compte de ce qu'on a, nous. Hein. C'est vrai, on est tellement habitués, ça fait partie de nous. On a trop de chance, on est blasé. et reconnaît que dans un restaurant ou dans un bistrot, c'est quand même plaisant d'avoir un beau plateau de fromage. Surtout que parfois, il n'y a que ça de bon. Hein. Quand le chef est pas bon, au moins parfois il y a un bon fromage pour rattraper. On regrette pas d'être venu, au moins il y avait le plateau. Pierre-Yves, alors lui, Shin Okusa, il a eu un 2e prix, le prix de la première installation en fait. Oui, on a un partenaire formidable qui chaque année, c'est Métro, qui chaque année récompense le jeune chef qui s'est installé. Donc c'est vrai que notre ami s'est installé dans le 12e. Le lieu est superbe. Avec sa femme, sa femme est à l'accueil, lui est en cuisine, et c'est un couple qui est délicieux parce qu'ils ont plein de jolies attentions. Ils essaient de mettre en avant tout ce patrimoine, notamment ce pitivier, mais avec aussi des créations qui leur sont bien personnelles. Donc c'est une association qui est parfaite, et ça fait partie des bonnes rêves. Demain, tu me demandes où aller dîner à Paris. Je pense que j'aurais toujours plaisir à la recommander. Alors, je m'occupe donc, on va s'occuper de double prix parce qu'on peut pas tout défiler. Hein, ce grand palmarès, on cite quand même Anne Coruble, super pâtissière, qui a. Mais on y reviendra. Mais moi, j'ai passé un coup de fil ce matin parce que il y a 2 chefs dans le même restaurant, le chef et le chef pâtissier, qui ont obtenu chacun un prix pour un plat et un dessert. C'est le restaurant Ocre à Paris, restaurant étoilé, et on a en ligne Baptiste Renoir qui est avec nous. Bonjour chef. Bonjour Vincent, bonjour Pierre-Yves. Bonjour Baptiste. Là, je ne trahis rien en disant que il vous aime beaucoup, Pierre-Yves Chupin, Baptiste Renoir. Je sais, mais moi aussi. C'est chouette, j'aime bien cette affection quand ça ressort comme ça. Et alors, vous avez remporté, vous, Baptiste, le prix pour un plat qui est en fait une revisite du fameux canard à l'orange. Orange is the new duck. Hein, vous l'avez surnommé comme ça. Ouais, exactement. L'idée, c'était quand même de moderniser un peu un plat que tout le monde connaît. Bah oui, et puis, je pense un grand que classique. Beaucoup de monde connaît le nom de cette série, et puis je trouvais ça marrant de transformer le black en duck. Oui, c'est vrai. Phonétiquement, on n'est pas loin. C'est toujours ma petite touche d'humour dans une cuisine sérieuse, quoi. Et si je me souviens bien, parce que votre canard à l'orange, évidemment, vous le traitez de façon très moderne, mais surtout cette tatin de navet. Le navet, c'est un peu le mal aimé, hein, souvent des enfants en cuisine. Là, vous le rendez gourmand. C'est exactement ça. Le navet, c'est un légume qui est boudé depuis très longtemps. Et puis moi, je me suis amusé à le rendre gourmand au travers de cette technique que tout le monde connaît, hein, la tarte tatin, et pour justement lui donner un petit peu de sucre. Et ce sucre, on va retrouver naturellement dans la recette du canard à l'orange. Bien sûr, hein, puisque on sait que l'orange, elle va tellement bien que le canard, ça va aussi bien. D'ailleurs, il y a 2 viandes, hein, en fait. Je sais pas si je dis des bêtises, hein, Baptiste, vous me direz. Il y a 2 viandes qui vont très bien avec le sucre, l'aigre doux, c'est le porc et le canard. Exactement. Et qui pourtant sont 2 viandes très différentes. Oui, Pierre-Yves. Vincent, il y a des plats, il suffit de lire pour comprendre l'intelligence, j'ai envie de dire du chef, mais aussi du plat. Je veux dire, le navet, c'est l'amertume, l'agrume, l'orange, c'est l'acidité, avec les notes sucrées qu'il faut, et en face, il y a le canard qui est vide gras. Donc là, on a un équilibre incroyable. On a un équilibre parfait, je veux dire, c'est évident, mais à tous les chefs ne sont pas donnés cette évidence, et ça, c'est l'intelligence du palais, du moins. C'est déguster, bravo. Savoir retraiter l'évidence, hein, parfois pour tout bousculer, c'est très important. D'ailleurs, j'ai une question, Baptiste Renoir. Est-ce que votre chef pâtissier Nicolas Innocenti est à côté de vous? Oui, il est à côté, ouais. Vous pouvez lui passer le portable?
Oui, tout de suite. Ah ouais, on fait ça en live. Le temps qu'il arrive. Comme un dimanche au moment du marché, où là on fait notre marché de chef. Vous me le passez? Ouais, je vous le passe. Oui. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas, je vous ai demandé de prendre le téléphone 30 secondes parce que vous aussi, vous avez eu un prix pour un très très beau dessert. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on est très heureux d'avoir pu remporter ce prix au restaurant Ocre. Ah bah dites donc, chez Ocre, c'est le carton plein là du coup, le plat, le dessert quoi. C'est ça, c'est ça. Pouvez-nous dire ce que c'était votre dessert pour ceux qui nous écoutent? Donc alors moi j'ai fait un dessert à base de café. On a décidé de transformer ce dessert, donc du café, du fruit à sa torréfaction. Donc on a utilisé vraiment tous les éléments du caféier. L'enveloppe, le cascara qui est en fait le fruit, le fruit confit un peu quand il a séché. Ça a un goût un petit peu de cerise, un peu confite. La cerise de café. On a l'écorce de café en fait torréfiée. Donc là qui a un goût un petit peu de pain grillé. Et ensuite le café torréfié qu'on a sélectionné qui n'a pas d'amertume. C'est du Panama si je me souviens bien. C'est ça, le geisha du Panama. Oh, génial. Pierre-Yves, là encore, une façon d'interpréter le café tout à fait inusitée, quoi. Oui, alors en plus, moi, c'est un prix auquel je tiens beaucoup parce que je trouve que le café, il n'est pas mis assez à l'honneur dans les desserts. Et je trouve que le café invite à beaucoup d'accords. Bien sûr, le café chocolat, on le connaît, mais les agrumes aussi, le café qui est souvent aussi sur de l'amertume ou qui peut être aussi un peu acide, mais va très bien avec les agrumes. Donc je trouve que le chef, le jeune chef, qui est jeune, hein, Nicolas, il a superbement travaillé. Alors, je voulais quand même apporter une correction par rapport à ton propos. C'est que ce n'est pas à Paris, c'est à Rueil-Malmaison. Donc, on n'oublie pas non plus la banlieue qui est aussi de plus en plus riche de bonnes adresses. Voilà. Alors, on fera le chemin de Rueil pour retrouver. Merci Baptiste, merci Nicolas d'avoir été avec nous ce matin. On va se quitter une seconde, on se retrouve. On va voyager bien plus loin que Rueil. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours avec Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay, pour parler des prix de l'excellence gastronomique qui se tenait lundi dernier, enfin le palmarès a été rendu lundi dernier à Paris. Alors ces prix qui illustrent évidemment les chefs les plus forts, les plus talentueux pour la gastronomie française, mais pas seulement, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui on va voyager beaucoup plus loin que nos frontières, ou plutôt ce sont les pays lointains qui viennent ici en France s'exprimer le mieux. On va parler de cuisine africaine, mais pas toute l'Afrique. On va parler de l'Afrique subsaharienne. Alors subsaharienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire sous le Sahara. Et je reçois ce matin Mireille Moguena qui est avec nous. Vous êtes la directrice et la créatrice de l'agence Moguena Conseil. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors vous allez être l'avocate de toute cette Afrique subsaharienne à table. Et j'ai aussi un grand chef. J'aimerais que vous puissiez le voir pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Il faut le savoir d'ailleurs, on est diffusé sur YouTube. Il a revêtu un turban absolument magnifique. Il se surnomme le pâtissier du désert. J'ai bien dit du désert, pas du dessert. Le pâtissier du désert, c'est Hissène Mahmoud Barkaï. Bonjour Hissène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce matin, je voulais qu'on parle de cette gastronomie africaine parce que elle a fait une entrée assez tonitruante dans les prix d'excellence de la gastronomie du Le Bay. Oui, alors c'est un vrai pari. C'est un vrai pari. Je veux dire, c'est d'oser associer l'Afrique et la gastronomie. Et pour moi, c'est un pari qui est presque déjà gagné parce que on l'a vu dans le palmarès. On a le prix de la meilleure mousse au chocolat. C'est un chef qui est originaire du Togo. Oui. Et aussi le meilleur artisan qu'on a voulu récompenser cette année. C'est donc notre ami Hissène qui est là. On l'aura Senda Wagena tout à l'heure avec nous pour parler de sa mousse au chocolat. Et Hissène que j'ai rencontré un peu par hasard et qui développe une pâtisserie qui lui est propre, en sens qu'il utilise essentiellement des matières premières, des ressources qu'on trouve en Afrique. Et c'est là où on se dit que c'est un continent qui a un potentiel incroyable parce qu'il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'ingrédients. Choses qui nous sont pas très familières ici en Europe, bien sûr. Et c'est intéressant justement parce que c'est un peu le travail de Mireille Moguena de faire le lien, la passerelle entre l'Afrique et la France. Alors sur un plan culturel plus large, bien sûr, et sur un plan aussi entrepreneurial, parce que vous accompagnez les entreprises qui s'installent en Afrique, des entreprises françaises, notamment. Tout à fait. Mais évidemment, vous êtes un véhicule de la culture. Et qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que la cuisine pour gagner les cœurs des Français?
Eh ben oui, vous l'avez dit, effectivement. Donc, on sait très bien dans le monde que la France a cette culture gastronomique qui lui est reconnue et qui lui est unique. Et à travers cela, quoi de mieux de pouvoir apporter notre connaissance à nous en Afrique, en France, grâce au chef Hussein, qui a l'art, la maîtrise de la gastronomie, de la pâtisserie, et des produits, comme et le des disait produits. Pierre-Yves. Il a fait ses armes en France et il a pu l'appliquer dans ses connaissances culinaires. Donc à travers le terroir, à travers le terroir culinaire du Tchad, à travers tout ce que le Tchad regorge, aussi bien, enfin que ça soit les plantes, que ça soit comment est-ce qu'on appelle les matières premières, le sorgho, le mil, le millet. Enfin, le chef Hussein, il est là pour vous l'expliquer. Alors, voilà. Hussein, je suis impressionné en définitive par la gamme de produits à laquelle vous faites appel. Vous êtes tchadien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée d'où est le Tchad, soyons très clairs, c'est un grand pays du centre vraiment de l'Afrique. C'est le cœur de l'Afrique. Il y a la Centrafrique juste en dessous. Enfin voilà, on est vraiment au cœur de l'Afrique, coincé entre le Soudan et le Niger. Et dont 2/3 du territoire, c'est le désert, c'est le Sahara, c'est le sud du Sahara. En fait. Oui, c'est le Sahara. Et donc l'Afrique, le Tchad, c'est là où on a découvert le crâne humain. Le plus ancien. Toumaï, oui. Donc le Tchad est la mère de tous les humains. Alors vous allez vous battre avec les Éthiopiens, qui vont peut-être pas être d'accord, mais bon. En tout cas, ce Tchad, c'est intéressant parce que je disais cuisine subsaharienne, pas pour le Tchad. Le Tchad, on est aussi très saharien. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, on n'entend pas beaucoup de la cuisine africaine et encore moins du Tchad, parce qu'on parle du Tchad uniquement de la politique, la guerre, la famine, les enfants soldats. On ne parle jamais du Tchad, de la gastronomie. C'est malheureusement ce qui reste de relations parfois assez houleuses entre l'Afrique et la France, mais aussi de restes comme ça qui s'effilochent d'un empire colonial qui n'a pas apporté que des bonnes choses. Et au fond, c'est vous qui êtes parti à la conquête de la France avec votre cuisine. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération. Donc on ne vient pas se battre avec des armes, mais on vient se battre avec des idées, la culture, surtout la culture et l'amour. Et tout à fait. Et puis donc moi, j'ai eu la chance vraiment de faire mes armes, comme elle a dit, ici en France. Moi, j'étais parti en tant que cuisinier au début. Donc j'ai fait mes études à Montpellier. Et puis donc une fois en cuisine, je me voyais plus pâtissier que cuisinier. Et je ne sais pas, j'ai eu cette fibre en moi et je me suis dit, allez, il faut que je m'exprime en tant que pâtissier que cuisinier. Donc je me vois plus à l'aise en pâtissier que cuisinier. Alors, comme je disais, pays désertique, enfin pour les 2/3, grosso modo. Donc ce Tchad, vous dites de votre enfance qu'elle a été dure ou heureuse, ou les deux, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à là. Ça se mélange? Alors, oui, je peux dire dur parce que je n'ai pas eu la chance, parce que comme je vis ici, quand je vois certaines familles, ils ont... Le confort, quoi. Ils ont le confort, ils ont les voitures, ils ont, je ne sais pas, les loisirs. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, tout ce que j'ai eu, donc, étant enfant, on me réveillait à 5h du matin, aller à la mosquée, aller au champ pour désherber, pour bûcher, pour arroser, irriguer et tout ça. Pour travailler, quoi. Pour travailler. Et puis, donc, à 7h du matin, il faut que je rentre à la maison pour aller à l'école. Des fois, il n'y a rien à manger, donc pour ne pas dire aux autres que je faim. Des fois, on mange 1 ou 2 dattes avec un peu du... Ouais, le minimum vital. Voilà, quoi. et puis on a souvent la peau blanche parce qu'il fait un peu poussiéreux et tout ça. Dès que tu manges un petit truc, un peu de huilé, donc c'est-à-dire ça reste les taches et tout ça. Et nous, on est content, on nous dit que donc on a quelque chose à manger. Donc, Mais très vite, Hussein, la passion de l'école, de l'instruction. Tout à fait. Une école qui est pas près de chez vous, il faut y aller. Il faut y aller, oui. Il faut y aller à pied. Oui. Combien de temps de trajet je sais pas exactement, mais à peu près 1 à 2 kilomètres aller-retour. Ouais, d'accord. Et donc
Et très tôt, cette école, elle vous donne une autre structure mentale et vous apprenez à partir des recettes de famille que c'est votre passion, c'est vers ça que vous voulez aller rapidement, quoi, à l'adolescence. C'est ce que vraiment j'ai voulu faire, mais c'est difficile de m'exprimer. Comme chez Pierre, j'ai dit que donc la cuisine vraiment c'est pas pour les hommes au Tchad, mais je ne peux pas m'exprimer. Donc étant enfant, vraiment toute mon enfance, j'ai ça en moi. Au début, c'était ça. Une fois, j'étais en N'Djamena, je suis tombé sur l'émission de Jean-Luc Petit-Renaud. Ouais. À tout hasard, j'ai regardé TV5 Monde et j'ai tombé. Et là, vous êtes dit. Et là, j'ai dit, est-ce qu'un jour je vais devenir comme c'est que je vois dans le restaurant. C'est aujourd'hui, hein. Vous êtes en radio, c'est aujourd'hui. Voilà, donc c'est un rêve qui se réalise. Et puis, je me suis dit, peut-être un jour je saurai. Donc. Et là, j'ai eu la chance de finir mes études, aller en Algérie pour faire des lettres modernes. Et je me retrouvais tout seul dans ma chambre et tout ça. Je me suis vraiment mis à cuisiner. Ah bah là, il fallait vous faire la bouffe pour vous. Hein. Oui. Là, il n'y avait personne pour la faire. Non, mais on a pour les copains aussi. Oui, on a des tickets pour aller au restaurant. Mais moi, je préfère, restaurant anniversaire. Mais moi, j'aimerais vraiment rester à la maison, à cuisiner, à goûter. C'est ce que moi j'ai fait pour mes copains et tout ça. Et être branché sur votre enfance, hein, parce qu'évidemment, ça permet de ressortir tous ces arômes, toutes ces réminiscences. Alors, il y a un autre chef africain qui a été illustré par le guide Lebet lundi dernier. C'est Senda Wagena qui est avec nous au téléphone. Bonjour Senda. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Et vous nous entendez bien? Vous avez entendu votre confrère Hissène. Oui. Alors, je le disais, un peu le thème de l'entrée de l'Afrique dans le grand livre de la gastronomie. Quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, hein, parce que vous le savez, Senda, ça fait longtemps que l'intégration de l'Afrique du Nord et du Maghreb ont été faites dans le grand livre de la cuisine française, simplement par le retour des pieds noirs, hein, il faut bien le dire, et puis beaucoup d'Algériens notamment, et pas seulement, qui sont venus s'installer chez nous et qui sont français aujourd'hui, évidemment. Mais c'est ce qui a fait que le couscous est devenu le plat préféré des Français pendant un bon moment. On attend que ce soit des plats plus sudistes. Vous êtes originaire du Togo. Alors, je situe toujours, hein, parce que j'ai parlé du Tchad tout à l'heure, le Togo, un petit pays qui est coincé entre le Bénin d'un côté et de l'autre côté le Ghana. Hein, on est vraiment dans le golfe là, hein, on est vraiment sur la mer avec cette entrée en mer, alors que le Tchad, il n'y a pas de mer, hein, c'est vraiment l'intérieur des terres. C'est le désert. Du coup, je dis ça parce que c'est important, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, de fèves de cacao au monde, avec pratiquement la moitié de la production mondiale. Le Ghana aussi est le deuxième pays, donc vous êtes vraiment sur un terroir cacao, vous. Hein. C'est ça. Il faut aussi savoir qu'au fait, le Togo, de par sa petite taille, a une production qui est proportionnellement plus petite du coup que les autres pays. Et donc sa production est assimilée justement par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pour laquelle on n'entend pas parler du cacao du Togo. Et vous pique votre cacao, c'est moche. C'est moche. Alors, restez avec nous, on va se quitter une minute et je veux entendre parler de votre recette de mousse au chocolat qui n'a rien à envier aux grands pâtissiers français. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ferniaud fait le marché du côté de l'Afrique subsaharienne, et on se balade ce matin dans les réminiscences, dans les souvenirs de chefs africains. On a avec nous en studio Hissène Mahmoud Barkaï, qu'on remercie d'être avec nous. Au téléphone, Senda Wagena du restaurant Jujube à Paris dans le 18e, qui a été lui aussi identifié, illustré, fêté par le guide Lebet que Pierre-Yves Chupin représente ce matin en tant que directeur de ce beau guide. Et puis avec nous également Mireille Mogena de l'agence Mogena Conseil, qui est une vraie passerelle, hein, pour les entreprises françaises qui souhaitent s'installer en Afrique. Alors Mireille, vous êtes tchado-congolaise d'origine. C'est ça. Hein, donc vous êtes vraiment vous êtes là aussi vraiment dans ce cœur de l'Afrique. Mireille, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu un tel retard à l'allumage? J'ai envie de dire, quand on voit la cuisine après
après la guerre d'Indochine, il faut bien le dire, hein, il y a eu un grand retour de la cuisine asiatique sur les tables françaises. Évidemment, le retour de tout le monde du Maghreb et notamment d'Algérie a fait une énorme bouffée d'oxygène d'entrée de la cuisine maghrébine dans la carte. Pourquoi est-ce que l'Afrique noire a mis tellement de temps à venir sur les tables françaises? Alors, j'ai une explication. Peut-être c'est à mon humble niveau. C'est que pendant longtemps, la cuisine, surtout la cuisine telle qu'on la voit ici en Occident, on voit beaucoup d'hommes chefs et on voit très peu d'hommes chefs en Afrique. Ah, ce sont les mamans encore. Ce sont les mamans, ce sont les femmes. Et l'image de l'homme qui cuisine n'était pas tellement sexy, ça ne se faisait pas. Donc la parité, ça marche pas chez vous, mais dans l'autre sens. Il y a trop de femmes en cuisine. Ah bah ça nous ferait du bien ici. Ça changerait. Ça commence à changer depuis, on va dire, à peu près 15 ans. Ça commence tout timidement. Et là, en ce qui concerne le Tchad, dont je suis issu, il n'y en a pas du tout. Hissène Mahmoud est le premier. C'est vrai? Il a number one, Hissène. Sur 17 millions de Tchadiens, oui, je suis le premier. Il est le premier. Le premier chef, en plus, a porté la cuisine et de ses origines vers l'Europe, quoi. Oui, alors ses origines, elles sont tchadiennes, mais lui, Hissène, il est d'un village. C'est une ethnie particulière. Voilà, d'une ethnie gourane. Dans cette ethnie-là, les hommes ne cuisinent pas. Comme je l'ai dit, passer dans la cuisine pour un homme est un sacrilège. Alors, donc, vous vous rendez compte? Hissène, on l'a compris, vous êtes musulman, il y a une tradition qui fait que les hommes ne cuisinent pas, vous êtes un peu un paria quand vous allez chez vous, on vous moque, comment est-ce qu'on vous considère chez vous? Non, c'était difficile, mais parce que moi je suis peut-être vraiment à faire la cuisine comme il le faut. Si j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, de vraiment apprendre les bases et cuisiner comme je vous ai dit à la télé, quand on voit les gens ils sont tout propres avec les cuillères et tout ça. C'est pour cela que j'essaie respect de mon pays. Si j'étais resté là-bas et que je cuisine comme les femmes entre trois briques je mets le feu, là c'est vraiment de la moquerie aussi, donc c'est encore. Oui, là vous avez passé quand même un stade, vous êtes cuisinier professionnel. Exactement. Ce qui vous identifie évidemment. Ce qui est donc souvent c'est vrai, j'ai dit que je suis le seul homme, mais il y en a pas mal. Mais ils travaillent dans l'ombre, ils se cachent. C'est ça aussi. Donc pour cela que moi je suis vraiment un petit peu. J'ai cassé les tabous pour me mettre en scène. Du coup. C'est ça. Pour cela que j'ai dit je suis le premier homme, homme cuisinier pâtissier tchadien. Qu'en est-il au Togo, Senda Ouagena? Est-ce que c'est plus ouvert aux hommes la cuisine dans votre pays d'origine? Je vais dire que oui. Alors autant au Togo il y a quand même une parité à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les familles là-bas ont tendance à être certes soudées, mais on pousse les enfants à s'émanciper très tôt. D'accord. Donc tout de suite, quand on se retrouve en étant étudiant et tout ça, on se retrouve avec un petit studio dans la capitale ou dans les villes principales, et on doit se débrouiller. Donc vous avez vécu à Lomé ou vous étiez dans un autre? Moi, j'ai vécu mon enfance à Lomé, jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, je suis allé au Bénin et au Sénégal. Sénégal, c'est 6 ans. Et en fait, j'ai vu que même avec mes oncles ou leurs amis, qui étaient plus jeunes à l'époque, puisque moi j'avais 9 ans, moi je les observais de mon côté. D'où vous est venue la vocation alors? De votre maman, de votre grand-mère, de qui? Moi, j'ai vécu dans une maison qui avait vocation à être une maison familiale. C'est-à-dire que mes parents récupéraient tous les enfants orphelins des villages où ils allaient, ou aussi des enfants un peu démunis, et des cousins, des cousines. Et on se retrouvait à la maison. J'avais plein de jeunes familles vraiment très grandes. Et souvent, le soir, il y avait toutes les femmes de la famille, petites, grandes, plus âgées, qui se retrouvaient ensemble pour faire à manger. Et c'est quoi votre plat d'enfance? Là, d'attaque comme ça, là, votre vrai plat d'enfance, c'est quoi? C'est le foufou d'igname. Redites-moi ça. Le foufou d'igname, ou foutou, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire. C'est de l'igname qu'on fait bouillir, qu'on pile au mortier, en pilon. C'est un peu comme la purée de pommes de terre pour les petits Français, quoi. Hein. Exactement, c'est un peu plus riche, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a un peu de richesse. Et vous, Hissène, c'est quoi votre plat d'enfance? Comme ça? Alors nous, à part les dates que vous mangez quand vous n'avez rien d'autre. C'est la boule, donc la boule farine de millet à base de sauce au vin séché.
à la viande séchée. Ah ouais, c'est comme le kigafars en Bretagne, c'est-à-dire une boule de céréales qu'on fait bouillir. Oui. Dans un bouillon. Alors merci Pierre-Yves de le préciser. Hein, dans le pot-au-feu breton, on met dans le kigafars, donc on met cette boule. Alors c'est très intéressant. Pourtant, Senda Wagena, vous avez été identifié par le Lebet pour une recette de dessert, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous chambrais un peu sur le cacao dans cette partie occidentale de l'Afrique. Vous avez été identifié pour une mousse au chocolat. Alors là, je peux vous dire que dans la salle, quel étonnement, se dire on vient de nous donner des leçons de mousse au chocolat à nous les Français. Racontez-nous ce qu'il y a dedans. Alors dans cette mousse au chocolat, qu'est-ce qu'on a? On a du cacao qui vient de Tanzanie. Ouais, cacao 75%. Ouais. Afrique de l'Est alors. Afrique de l'Est. Hein? Oui, la Tanzanie, c'est vraiment, on va dire, elle est presque à cheval. Hein, c'est vrai. Ensuite, on a des fèves de cacao pralinées. Oui. Qui viennent de ce qu'on appelle l'ex-Gold Coast, donc Ghana, Togo, Bénin. Ouais. Voilà. Et on a aussi le caviar qui vient de Madagascar. Ah. Et le fonio très important. Ah, qu'est-ce que c'est le fonio? Oui, ça m'a interpellé. Ça, vous faites un streusel de fonio? Oui. Alors un sablé, fonio, quoi. Ça ramène c'est un sablé avec du fonio. Le fonio, c'est une céréale, une des céréales les plus vieilles du monde. Ouais. Et aussi bien que le mil, qui est une céréale durable. D'accord. Pour la simple raison qu'elle n'a pas besoin d'eau vraiment pour pousser. Elle pousse dans des zones arides. D'accord. Et en fait, elle n'appauvrit pas la terre. Donc chez moi, il y a des paysans qui cultivent du fonio depuis des générations. Ah oui, et en plus, je suppose qu'elle n'est pas panifiable. Hein, il n'y a pas de gluten dedans, donc ça reste pour faire soit des bouillies, soit des galettes, soit des choses comme ça. Oui, mais bon, disons qu'on trouve des alternatives maintenant pour toutes ces choses qui sont pauvres en gluten, où on trouve des techniques pour les faire monter et pour les panifier. D'accord. Pierre-Yves Chupin, il était fan, je l'ai vu, il s'est pâmé quand il a vu l'annonce. Vous l'avez adoré, cette mousse au chocolat? J'ai adoré. En plus, on découvre là un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire que tout d'un coup, on utilise des céréales, notamment qui poussent dans ces terres qu'on croit hostiles, mais qui peuvent très bien se développer. En même temps, ces céréales, elles sont très très heureuses pour ceux qui ont des allergies, notamment au gluten. Et ce sont aussi des desserts, des pâtisseries. Et Hissène est pour ça a un vrai savoir-faire en utilisant le moins possible de sucre, c'est-à-dire qu'on remplace le sucre par la date, on remplace. Il y a tout un savoir-faire qui, tout d'un coup, on les découvre, devient une réponse aussi à nos problèmes, parce qu'on a tous nous des problèmes d'allergie, on a des problèmes aussi de taux de sucre excessif. Et tout d'un coup, c'est l'Afrique qui nous donne une leçon de redécouverte. Et d'écologie aussi. D'écologie, de ce que peuvent être les vertus d'une nouvelle pâtisserie. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, la pâtisserie, elle a mauvaise presse dans sa version la plus occidentale. Un mot, Mireille Oui, Moguena. justement, pour appuyer ce que dit Pierre-Yves. Effectivement, c'est l'Afrique qui nous donne des leçons. Mais moi qui suis la culture française et africaine, et j'ai des enfants qui font du sport. Enfin, j'ai un fils sportif à haut niveau. Son taux de récupération est juste incroyable depuis qu'il a changé son alimentation. Sportif à haut niveau, qui a changé son alimentation. On va rentrer dans un débat de nutrition et diététique qui n'a pas cours ici, puisqu'on parle gastronomie. Mais juste pour appuyer, voilà. Ils vont ensemble. Hissène Barkaï, dites-moi, vous avez apporté une boîte de gâteaux qui sont là. Alors, allez voir comme ça, on penserait à des petits gâteaux tout à fait tradis que l'on pourrait trouver dans les vitrines d'un pâtissier boulanger parisien. Mais il n'y a pas un seul produit qui soit à la carte du pâtissier modèle tel qu'on le trouve. Décrivez-moi ce qu'il y a là. Tout à fait, mes chers Vincent. Alors, c'est vrai, je reviens aussi sur le fonio. Ouais. Donc moi, j'ai pas utilisé le fonio, mais je le connais très bien parce que ça pousse vraiment là où rien ne pousse. Voilà. C'est un et peu puis ça, chez nous, quand il pousse, après la saison de pluie, il pousse et il y a que le dromadaire qui mange en fait. Ah ouais. Ah oui. Donc vous faites des gâteaux pour les dromadaires? Oui, nous, voilà. Mais la vraiment, croquette de dromadaire. Donc ça passe vraiment, voilà. Alors dites-moi ce qu'il y a dedans. Là. Alors ici, donc nous avons vraiment des produits 100% du terroir tchadien. Oui. À part juste la crème, donc tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà. Ici, peut-être on n'a quasiment pas de la farine. Pas de farine blanche, oui. Mais décrivez-moi, parce que pour ceux qui nous écoutent, ils ont envie d'entendre les noms de tout ce qui... Là, nous avons un petit cookies à base de farine de sorgho.
Ah, le sorgho, le fameux sorgho, dont on fait de la bière aussi. C'est ça. Hein? Et puis, à l'intérieur, nous avons un petit chocolat à base de chocolat framboise. Et puis, il y a un peu de chocolat au lait avec de la spiruline. Ah, la fameuse spiruline, oh, yes. Cette petite algue microscopique si bonne pour la santé. Tout à fait. Donc, à côté, nous avons un petit cake, Seagate cake. Bon, je l'appelle Seagate parce que ce sont les noix tigrées. En français, on appelle souchet, mais au Tchad, on l'appelle... le souchet, voilà, oui. On l'appelle Seagate. On fait ça, on fait l'horchata en Espagne, qui est une sorte de boisson très rafraîchissante avec ce souchet. Oui. Et à côté... Donc là, c'est-à-dire 0 farine, 0 sucre. Donc le souchet est fait avec de la patate douce. Ah, vous sucrez à la patate douce? Yes. Oh là là, c'est génial. J'adore cette idée. Hein. Parce que le souchet lui-même, c'est sucré quand on mange la noix. Et il faut terminer parce que malheureusement le temps court et je vois encore des gâteaux que je n'identifie pas. La gomme arabique aussi. Alors donc donc nous avons c'est ce qu'on appelle la gomme arabique. Donc il y a dans cette crème et puis le biscuit à base de farine de millet et un petit fondant chocolat à base des tamarins noirs. Ah, le tamarin c'est acidulé ça. Oui. Mais c'est pas le tamarin qu'on connaît. C'est pas le rouge, attention. Hein. Tamarin noir. Ah, c'est quoi? C'est plus puissant au goût? Non, c'est des petites graines comme ça, avec un coque genre velours comme ça, tout noir. D'accord, ok. Donc voilà. Super. Et ça, c'est un petit madeleine à base de farine de millet fermentée. Fermenté. Ah d'accord, on les met à fermenter on avant les met pendant de 3-4 jours à fermentation et donc on les sèche et puis... Merci beaucoup. Alors là, écoutez, moi je vais goûter dès que je vous aurai rendu antenne. Merci Pierre-Yves Chupin d'être venu vous faire le promoteur de l'Afrique subsaharienne dans la gastronomie française. Oui, la découverte est toujours là, donc la curiosité à table, elle est illimitée et je suis ravi d'avoir partagé. Et où est-ce qu'on les trouve vos gâteaux, Hissène? Aujourd'hui? Alors aujourd'hui, peut-être chez Fernand, dans 94 rue d'Hauteville. Oui, bien sûr. Parce que là, je suis comme vraiment juste des passages. Vous êtes comme chez vous, là. Vous êtes reçu je dirais, de passage. C'est une ambassade tchadienne à Paris. Oui, je suis l'ambassadeur de la gastronomie tchadienne, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci Mireille Moguena d'être venue aussi nous dire. On n'a pas cité, évidemment, l'excellent Maurice Ako, qui est un sacré ambassadeur aussi de la cuisine africaine. Oui. Sénégalo-japonaise. Hein. Le japonais, Japon, c'est pas en Afrique, mais enfin, c'est pas grave. Et lui, on lui laisse tous les droits. Il est tellement talentueux. Allez, merci à vous. On va se retrouver pour un sujet tout à fait différent, puisque là, on va plonger en pleine mer. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, je fais le marché ce matin, après ce marché africain du Tchad et du Togo. On était vraiment pratiquement dans le désert. Là, on va plonger en haute mer, puisqu'on va s'occuper du crustacé, qui est un peu le roi de notre littoral. On va s'occuper de homard, puisqu'on va fêter ensemble les 20 ans d'une société qui se décarcasse pour le homard. Quand je dis se décarcasse, c'est pas qu'elle se décarcasse, c'est qu'elle décarcasse le homard. Je veux parler de la société Tador et j'ai son patron avec moi au téléphone, Cédric Gouez. Bonjour Cédric. Bonjour Vincent, vous allez bien? Ah bah ça va et vous? Bon, très bien. Maison Tador va bien. D'ailleurs, vous m'avez délégué un tout jeune salarié de l'entreprise qui est avec moi en studio, qui est venu me surveiller. C'est Tadé, c'est votre fils, qui est avec nous. Ouais. Bonjour Tadé. Ah bah il a pas le micro Tadé, alors on peut pas l'entendre. Vincent, il vient de rentrer dans la société, il a 22 ans et il va s'occuper du commercial et du digital. Eh ben alors voilà, c'est le moment. Communiquer. Ah bah c'est pas plus mal. Alors je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, Cédric, parce que vous êtes donc à la tête de cette société qui a cette année 20 ans. Et quand je disais en guise de petits plaisanteries puis d'ouverture que vous vous décarcassez, en fait c'est votre métier. Exactement. J'avais dans l'idée d'amener au chef un produit prêt à l'emploi. Ouais. Et en bon breton que je suis, l'idée c'était de s'approvisionner en crustacés, donc notamment en homard, en langouste, en langoustine. Oui, parce que homard c'est vraiment votre cœur de métier, hein, le homard. Ah, le homard c'est le gros de notre business. On reçoit tous les jours des homards vivants et on fait du sur-mesure. On cuit ou on mi-cuit les homards et on les décortique à la main. On est des petits artisans qui faisons du sur-mesure et chaque client nous demande la recette qu'il souhaite et on lui fait du sur-mesure. On le cuit, les chefs vont s'en servir tel quel en entrée et en salade en froid et le mi-cuit vont finir la cuisson pour le servir en plat chaud.
Mais alors, attendez, Cédric Gouez, il y a un truc que je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de vous le prendre à vous plutôt que de le faire soi-même si on est un cuisinier émérite? Les cuisiniers émérites vont le faire eux-mêmes et surtout ils vont avoir le rôle de transmettre à leurs jeunes le métier. Donc ça c'est important. Donc il y a un travail de transmission. Malgré tout, pour les cuisines de grande qualité qui n'ont pas suffisamment de personnel dans les cuisines aujourd'hui, ils sous-traitent à des gens qui sont des spécialistes comme nous, qui leur permettant de gagner du temps. Et donc, ils peuvent se concentrer sur les recettes, sur la gestion du personnel, et avec nous, ils peuvent mettre en œuvre une très jolie salade de homard ou un très joli plat de homard avec un coulis de homard, etc. D'accord, vous êtes une aide précieuse, mais souvent, quand on imagine des produits vendus comme ça dans des gammes sous vide, on se dit qu'il y a une dégradation de la qualité. Alors vous êtes extrêmement sévère sur le process pour respecter le plus possible le produit. Écoutez, nous, je pense que si on existe depuis 20 ans avec des chefs qui sont d'une extrême exigence, c'est que quelque part, on doit leur amener satisfaction. Et puis au-delà de ça, écoutez, on essaie d'être dans l'air du temps. On travaille de plus en plus avec des homards en pêche locale, donc qui viennent essentiellement de Normandie ou de Bretagne. On travaille beaucoup en pêche durable, parce que tous nos pêcheurs... Attendez, quand vous dites Normandie ou Bretagne, ça veut dire homard bleu, en ce qui vous concerne. Ou européen, exactement. Oui, parce que vous faites du canadien aussi ? On fait également du canadien. Enfin, du canadien, enfin en tout cas canadien ou américain, parce que le littoral est sur les deux pays. Exactement. Le terme exact, c'est le nord-américain. C'est ça. Qui est pêché selon les périodes au Canada ou au nord des États-Unis dans le Maine. Bon, alors je me tourne vers Thaddée, votre fils. Thaddée qui a vécu, puisqu'il a 22 ans, il a toujours connu le homard, lui, il a vécu dedans. Est-ce que ça cuisine beaucoup chez les Gouez? À la maison, oui, on cuisine pas mal. Mais on cuisine surtout au laboratoire, nos homards qu'on cuit, qu'on mi-cuit avec plaisir et beaucoup de... Oui, mais alors attendez, Thaddée, si vous avez vécu 20 ans dans le homard, vous en pouvez plus, quoi. C'est quand... Enfin, vous aimez encore ça? Oui, j'adore ça. C'est tellement bon. Mais on pourrait se dire à en manger tous les jours, à faire des essais, à goûter les recettes, etc. Alors il faut pas croire qu'on en mange tous les jours, bien sûr. Non. Ça nous arrive de temps en temps de goûter pour se faire plaisir lorsqu'on reçoit des clients, mais sinon non, la plupart du temps on mange d'autres produits. Alors Cédric Gouez, vous entendez ce que dit votre fils. Vous avez su préserver, je dirais, l'envie. Peut-être en ne les nourrissant pas trop de homard, ça veut dire on s'en plaindrait pas. Est-ce que le homard, qui évidemment est différemment perçu selon les niveaux de revenus, parce que c'est un crustacé qui est souvent inaccessible pour des gens qui n'ont pas les moyens, est-ce que pour autant vous arrivez à le démocratiser un peu? Oui, le homard n'est pas un produit de luxe. Un produit de luxe, c'est un produit que tout le monde ne peut pas s'offrir. Le homard, c'est un produit haut de gamme de qualité. Donc tous les gens peuvent faire un effort aujourd'hui et pouvoir s'offrir un homard. Et très souvent, aujourd'hui, le homard est moins cher que du poisson. Ah oui. Ou que certaines viandes. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la saison? Le cœur de la meilleure saison pour le homard, évidemment, c'est l'été, c'est mai, juin, juillet, qui est la pleine saison. Et nous, là, à ce moment-là, on fabrique pas mal de produits que l'on met de côté et qui vont être redistribués à Noël, et notamment sur le site La Maison du Homard, dont s'occupe Thaddée, qui va permettre aux particuliers de recevoir des crustacés, ceux que l'on livre aux chefs dans des conditions de distribution optimales. Donc avec La Maison du Homard, les ménagères qui ont envie de faire des produits de qualité à leur famille bien-aimée pourront, grâce à nos produits, cuisiner très simplement des très jolis produits pour les fêtes de Noël. Sans s'abîmer les mains sur les carabasses, parce que ça peut être violent parfois, le décortiquage. Ça peut être saignant, j'allais dire. Oui, non, mais vous avez raison. Si ça c'est arrivé à tout le monde, et même avec des langoustines, c'est coupant, le coffre de langoustines, donc on peut parfois se faire vraiment mal. Alors c'est intéressant ce que disait votre père, Thaddée, parce que ça veut dire qu'au fond, moi c'est un peu l'obsession de dire que les bonnes choses soient accessibles au plus grand nombre. Là, ça n'est plus réservé uniquement à ce qu'on appelle le B2B, business to business, c'est-à-dire aux chefs, aux traiteurs, aux gens qui mettent en œuvre, mais c'est maintenant tourné vers le grand public grâce à ce site. Bien sûr, exactement. Oui, depuis maintenant 3 ans, on a un site internet dédié exclusivement pour la vente aux particuliers. Donc, par exemple, depuis votre ordinateur ou votre téléphone, vous passez commande le lundi, nous préparons la commande, nous l'expédions et vous la recevez le lendemain entre 8h et 13h.
Tout simplement. Voilà pour avoir du homard pour les fêtes et peut-être même avant. On n'est pas obligé d'attendre les fêtes, Cédric. En automne, c'est pas mal. C'est vrai que si les gens prévoient même au mois de novembre de passer des commandes pour les fêtes de fin d'année, on va éviter les embouteillages des livreurs des fêtes de fin d'année, les pertes éventuelles, etc. Donc plus on s'y prend tôt, mieux on est sûr d'être bien servi. Mais Cédric, quand on a la chair, on n'a pas le coffre. Donc comment on récupère les parties crémeuses si on veut cuisiner chez soi ? Eh bien, mon ami Jacques Le Divellec, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps, m'avait donné, en partant à la retraite, sa recette du coulis de homard. Oui. Donc, il y a sur le site internet un coulis de homard et également un coulis de langoustine. Génial. Qui est fait sur la recette de notre Jacques bien-aimé, à qui je fais un clin d'œil chaleureux. Voilà, clin d'œil d'un Breton à un Charentais. Très bien. Exactement. C'est bien, c'est la grande famille de l'océan Atlantique. Merci Cédric Gouez et bon anniversaire de 20 ans à Tador. Merci Tadé d'être venu nous voir ce matin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Mais la vie gastronomique est un éternel recommencement, n'est-ce pas? Alors on recommence la semaine prochaine à la même heure, à 10h. Et si vous avez raté les grands moments de cette émission, direction sudradio.fr ou l'application sur vos smartphones pour tout réentendre en podcast. Vous en avez l'habitude. Après le journal de 11h, En toute vérité, d'Alexandre Devecchio qui décrypte chaque dimanche l'actualité. Et ensuite, C'est ça la France de Nathalie Schrenn-Guillermin et ses Success Stories tricolores. Tador en fait partie. À dimanche prochain. J'aimerais déjà y être. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.